Monsieur le garde des Sceaux, bonjour. En quoi la peine de mort est-elle pour vous une violation des droits de l'homme? Elle est la première violation des droits de l'homme. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à exister, c'est le droit au respect de sa vie. Alors que l'assassin, lui, ne respecte pas les droits de l'homme, cela va de soi. Mais aucun État démocratique ne peut prendre la vie d'un de ses citoyens ou de quiconque. Le droit à la vie est au cœur, au départ, le fondement des droits de l'homme. Oui, il y a des sociétés qui, en effet, culturellement, préfèrent la mort à la vie, qui sont porteuses de mort, et ce sont toutes les sociétés dictatoriales. Au moment de la guerre d'Espagne, après que les fascistes aient conservé Tolède après une longue bataille, le général fasciste qui commandait les cadets de l'Alcazar, dans un discours célèbre, après avoir salué la victoire de son camp fasciste, a terminé en disant « Et vive la muerte !» et vive la mort, cri fasciste s'il en est. Si on faisait de l'anthropologie à cet égard, vous constateriez que dans beaucoup de sociétés, le signe de la mort est revendiqué par des groupes qui sont porteurs de mort, militaires ou religieux, mais qui se veulent porteurs de mort. Rappelez-vous l'insigne, la tête de mort sur le col des SS. Et l'argument religieux, précisément. Ce que la charia énonce, c'est une possibilité, ça n'est pas une obligation. Et il faut le prendre comme tel. On peut avoir la peine de mort, mais on peut aussi ne pas l'avoir. Mais êtes-vous satisfait, après l'Europe, des progrès que nous enregistrons un peu partout à travers le monde? Et il y a un mouvement abolitionniste, et nous constatons cela, et nous voyons même qu'en Tunisie, avec ce qu'on appelle le printemps arabe, sous l'impulsion de la FIDH, nous voyons le gouvernement prendre l'engagement de mettre un terme à ce que vous appelez vous-même cette injustice suprême. L'influence, l'action des ONG, particulièrement de la FIDH, ont joué un rôle considérable dans les progrès de l'abolition. Et je suis convaincu, mais convaincu, qu'il ne s'écoulera pas une décennie avant qu'elle ait disparu des États-Unis aussi. Immense progrès. Rappelez-vous ce qu'était le continent sud-américain il n'y a pas si longtemps, lorsque les dictatures y régnaient. Là aussi, la peine de mort effleurissait. Donc, la liaison ici, démocratie, peine de mort apparaît très clairement. Je dis cela également à propos de la Tunisie. Le printemps arabe est porteur des plus grandes espérances. Et nous devons le soutenir de tous les moyens. Nous verrons pour d'autres États africains dans ce domaine. Rappelons qu'il y a des États africains qui ont porté haut et vite le flambeau de l'abolition, et notamment le Sénégal, qui, je tiens à le souligner, n'est non seulement une démocratie, mais aussi un État musulman. Et ce qui évoque, comme je le dis, la mort sociale, en estimant que, et voilà, que cela est pire que la condamnation à la mort. C'est un argument qui a le don de me révolter. Et qu'on n'utilise pas la souffrance comparée pour favoriser le rétablissement de la peine de mort, tout en maintenant évidemment la condition carcérale si difficile pour les autres. Il faut œuvrer à l'amélioration de cette condition carcérale et ne pas se laisser aller à ce argument qui, si ce n'était pas aussi dramatique, je qualifierais de odieusement démagogique. D'autres pays sont de plus en plus en train de suivre la voie des autres, comme par exemple le Gabon, qui vient de décider au mois de janvier d'aller un peu plus loin sur le chemin. Et on sent aussi que le Mali, j'en viens. Alors, je sais que vous êtes intervenu plusieurs fois dans ces pays, mais il y a aussi le Burkina Faso. Alors, que pouvez-vous leur donner comme argument supplémentaire pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur action, à savoir la suppression de la peine de mort dans leur législation? Dans le cas de l'Afrique, parce qu'à travers une histoire si chargée, si difficile, elle aussi est marquée par l'empreinte brutale et parfois sanglante du colonialisme, cette affirmation,
cette ouverture vers un lendemain où on rejettera la tentation permanente de la violence mortelle, car c'est cela qui est inscrit, c'est dans l'usage de la peine de mort, camouflé derrière les procédures, caché derrière les arguments absurdes sur la dissuasion. Tout le monde sait que la peine de mort n'a jamais été un moyen de lutter contre la criminalité sanglante. Est-ce que vous croyez que les hommes politiques responsables qui assisteraient à cette augmentation, cette recrudescence de criminalité pourraient résister à l'opinion publique? Jamais, nulle part. Jamais, nulle part. Si ils ne sont pas revenus en arrière dans ces démocraties où l'opinion est prédominante, c'est bien parce qu'une fois l'abolition faite, on constatait, et oui, qu'on vit sans la peine de mort, que c'est un vieux totem sanglant, mais que, en ce qui concerne l'efficacité, contre le crime, zéro. Et il est évident que condamner à mort l'innocence, c'est le pire des crimes pour la justice. C'est un argument décisif, mais moi je voudrais aller plus loin. Il y a les erreurs judiciaires absolues, l'innocent exécuté, et aussi combien, je dirais, d'erreurs judiciaires relatives. À travers le recours à la peine de mort, vous décelez tous les poisons d'une société. D'abord, l'inégalité sociale. Regardez, les quartiers de condamnés à mort aux États-Unis, plus de 3000 personnes. Analysez leur origine sociale. Vous ne retrouverez jamais le fils du banquier et de la grande avocate. C'est toujours les couches les plus déshéritées, les plus fragiles, les moins intégrées dans la société qu'on retrouve là, leur immense majorité. Et s'ajoute à cela le fait que le poison du racisme, inavoué, parfois même refoulé, se libère dans les affaires de peine de mort. D'une certaine manière, ces hommes de mort qui pratiquent la terreur, ils sont eux, les porteurs de l'idéologie de mort que nous combattons. C'est parce que nous partageons votre philosophie que nous sommes déterminés à combattre la peine de mort à travers le monde. Et l'objectif de ce combat, c'est l'abolition universelle. C'est l'engagement de la FIDH à y réussir. Des progrès sont faits avec ces 164 organisations dans les différentes régions du monde, que ce soit en Afrique. Le combat est terminé en Europe, en Amérique latine encore quelques poches, mais le monde arabe où il faut vraiment s'investir pour que ça change. C'est pas si ce combat, comment vous le percevez, ce combat de la FIDH? Je tiens à remercier la FIDH et les militants. Et sans elles, sans les organisations du même ordre, mais particulièrement sans la FIDH, nous n'aurions pas pu réussir à donner au mouvement abolitionniste cette dimension universelle qui est l'essence même du combat pour l'abolition, puisqu'il s'agit de la vie humaine. Mesurons l'ampleur du chemin parcouru. Je l'ai dit, 35 en 81, aujourd'hui 138. Franchement, je n'aurais pas cru, il y a 30 ans de ça, que nous irions si loin, si vite. Mais le foyer principal aujourd'hui de pratique de la peine de mort au regard de la population, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la Chine, c'est l'Iran. L'Iran, qui n'est pas pays arabe, mais l'Iran, elle, en se réclamant de façon spectaculaire, je pense pour certains blasphématoire, de la charia, ne cesse pas d'accroître le nombre des condamnations et des exécutions. Et les dernières années sont terribles à cet égard. Ce n'est pas seulement, comme dans d'autres pays, de temps à autre, où on arrête, on n'ose pas abolir, on pratique. Non, c'est une politique systématique de terreur
fondée sur le recours à la peine de mort, avec les pendaisons publiques, avec les lapidations des femmes, avec cette spécificité tragique qu'en Iran, le nombre de femmes exécutées est proportionnellement aux autres pays qui recourent à la peine de mort très supérieur. On dirait qu'ils ont fait du supplice des femmes une cause particulière. Et les mineurs, protégés par des conventions internationales, le pacte, deuxième, auquel l'Iran a souscrit, n'en sont pas moins condamnés à mort et exécutés. À mon sens, c'est moins nos arguments, je veux dire ceux des grandes organisations internationales basées sur les droits de l'homme, la raison, le respect de l'être humain, mais que les arguments des docteurs en théologie musulmane eux-mêmes. C'est à eux, à nos amis, dans ce domaine, de porter le flambeau. C'est à eux de dire, c'est pas vrai. Non, vous bafouez, que dis-je, vous humiliez tous les musulmans du monde en vous réclamant comme ça de Dieu. Oui, quel étrange concubinage pour les États-Unis d'être dans le même camp que l'Iran, la Chine, et qui battent le record alors d'exécution à travers le monde. Que faire? En vérité, dans les dernières années, les toutes dernières années, je veux dire les 5 dernières années, on assiste à une régression très importante du chiffre et des condamnations et des exécutions. Aujourd'hui, on pourrait dire, aux États-Unis, la peine de mort, elle est concentrée, cantonnée dans les États du sud des États-Unis, le Southern Belt. Il y a une sorte de géographie de la peine de mort, qu'elle s'ajoute la Californie. Je respect pour la justice américaine, mais je ne lui décernerai pas nécessairement la Palme d'Or.